Attention please, this is the final call for Korean Air Flight 9115 to Voilà plus d'un siècle que l'aviation fait partie de notre monde. Métier pour certains et passion pour beaucoup d'autres, c'est un symbole fort de voyage, de vacances et de liberté. Traverser des océans et parcourir le monde à 10 km d'altitude, que ce soit dans un siège en cabine ou derrière le manche dans un cockpit, voilà qui fait rêver beaucoup d'entre nous. Malheureusement, le début de l'année 2020 restera dans les mémoires comme étant la date à laquelle tout cela s'est écroulé. Nous partons aujourd'hui découvrir quels sont les impacts de la pandémie du début de la décennie sur le monde de l'aviation. Chers aviateurs, aviatrices, attachez vos ceintures, nous allons bientôt décoller. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il me paraît important de poser quelques bases. En 2019, c'était au total 39 millions de vols qui ont parcouru le ciel de notre planète. Pour vous donner une idée, c'est plus d'un avion qui décolle à chaque seconde, et ce 365 jours par an, de jour comme de nuit. Le 25 juillet de la même année, un record absolu de trafic fut établi, puisque 230 000 appareils étaient en vol au même moment. Ce chiffre absolument gigantesque peut en réjouir certains autant qu'il peut en horrifier d'autres, mais là n'est pas le débat aujourd'hui. Bien qu'en constante augmentation, le trafic aérien a néanmoins connu des crises par le passé, et je souhaite rapidement m'attarder sur l'une d'entre elles. Nous sommes un mardi matin dans la légendaire ville de New York. L'été touche à sa fin et les températures commencent doucement à chuter. L'automne et ses belles couleurs arrivent. Toutefois, cela ne change nullement l'agitation sans fin du quartier des affaires de Manhattan sur l'île éponyme. Dans les rues, un flot incessant d'hommes d'affaires cravatés, de businessmen, de fonctionnaires et d'employés de tout genre défilent sur les trottoirs, se rendant au travail pour ce qui doit être une journée de routine. Les téléphones hurlent, les fax s'enchaînent dans un brouhaha de chiffres, d'argent, de marchandises et de gestion, dont seuls les passionnés de finance ont le secret. Dans les restaurants, les machines à café tournent à plein régime. C'est une journée comme une autre qui commence dans cet endroit qui ne ralentit pas, qui ne se repose pas et qui ne dort jamais. Les montres des nombreux hommes d'affaires indiquent 8h46 lorsque les cris retentissent et un bruit assourdissant vient recouvrir la cohue de New York. Un Boeing 767 de la compagnie American Airlines percute de plein fouet la face nord de la tour numéro 1 du World Trade Center, avec à son bord 81 passagers et 11 membres d'équipage. Nous sommes le 11 septembre 2001 et la plus grosse crise de l'histoire de l'aviation vient tout juste de commencer. Les attentats, dont je vous épargne les détails, feront au total 2977 victimes, de quoi sérieusement ébranler les États-Unis et changer la face du monde à tout jamais. Du côté de l'aviation, l'impact est immédiat et violent. Le nombre de passagers, qui était en constante augmentation depuis de nombreuses décennies, décline soudainement et ce, dans le monde entier. Rien qu'en Amérique du Nord, la demande fléchit de 26% entre le 11 septembre et le 4 novembre. En Europe, ce chiffre monte jusqu'à 10%. Les compagnies, se voyant contraintes de réduire leur capacité, licencient à tour de bras. Selon l'IATA, l'International Air Transport Association, c'est au total 400 000 emplois qui sont perdus. Le déclin du trafic de passagers au niveau mondial s'élève à 2,9% à la fin de l'année 2001, et même si cela peut vous sembler être un petit nombre, c'est une perte financière majeure pour les compagnies. En Europe, Swissair et Sabena, déjà en proie à des difficultés financières, plongent et se déclarent en faillite. Durant les années 2002 et 2003, le trafic stagne et il faut attendre 2004 pour que le marché prospère à nouveau. Pour les passagers, à la peur du crash s'est rajoutée la peur du détournement, et ce malgré les très sévères normes de sécurité rendues obligatoires dans les semaines et mois suivant le 11 septembre. Ce n'est pas avant 2006 que les compagnies, surtout américaines, se remettent complètement du drame. Mais de cette journée terrible du 11 septembre 2001, des leçons ont été tirées. Les mesures de sécurité dans les aéroports du monde entier ont été considérablement renforcées. C'est par exemple depuis 2001 que vous ne pouvez plus embarquer de couteaux, cutters, ciseaux ou lime à ongles en cabine. La sûreté des avions, du personnel et des passagers fut drastiquement augmentée, et le monde de l'aviation se remit doucement du traumatisme que fut cette journée noire de la fin de l'été 2001,
en espérant qu'une pareille crise ne se reproduise plus jamais. Mais voilà, c'était sans compter le début de l'année 2020 qui allait tout changer. En effet, probablement aucun d'entre vous ne l'ignore, en janvier 2020, une épidémie se déclare en Chine et est très vite détectée comme un risque international. Le SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, se propage comme une traînée de poudre. Le 13 janvier, un premier cas est déclaré hors de Chine, et tout ça n'est que le début de ce qui commence à être une crise planétaire. Le 30 janvier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Le monde entier commence alors à se rendre compte que la situation peut très vite devenir précaire. La veille, les premières annulations de vols commencent. British Airways, Air France KLM et Lufthansa suspendent l'intégralité de leurs vols vers la Chine, bientôt rejointes par de nombreuses autres compagnies. En effet, les avions peuvent agir comme de très efficaces vecteurs de propagation pour une maladie. Tous les joueurs de Plague Inc. parmi vous le savent probablement déjà. Premièrement, un avion est un espace confiné où garder ses distances avec ses voisins n'est guère possible qu'en classe affaires ou en première. Il est donc probable qu'un passager infecté et contagieux propage la maladie dans l'avion, ne serait-ce qu'en toussant, qu'en éternuant ou qu'en infectant involontairement un repose-bras. Ensuite, l'avion permet à la maladie de voyager plusieurs milliers de kilomètres sans se fatiguer, de traverser un océan ou d'autres barrières naturelles comme une chaîne de montagnes, un désert ou toute autre zone très peu densément peuplée. Avec l'avion, les frontières ne sont plus un obstacle et le virus peut se répandre sur d'autres continents. D'un autre point de vue, la médiatisation très élevée du coronavirus fait immédiatement baisser drastiquement la demande touristique pour la Chine, ce qui réduit quelque peu le manque à gagner pour les compagnies, mais quand même c'est un coût à encaisser. Certaines compagnies toutefois refusent d'arrêter, voire même de réduire leur liaison avec la Chine, notamment la compagnie éthiopienne dont le patron Tewolde Gebremarian déclare, je cite, « Isoler la Chine est injuste, et stopper les vols en direction de ce pays n'est pas la solution pour combattre le virus. » Fin de citation. De pays en pays, à travers des régions du globe toutes plus belles les unes que les autres, le virus échoue finalement en Europe à la fin janvier. En Europe, toutefois, le va-et-vient des avions dans le ciel continue de plus belle, et d'aucuns s'inquiètent du rôle majeur que pourraient jouer les avions dans la propagation du virus à travers le vieux continent. Le 4 février, un communiqué de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, met en garde les gouvernements contre des mesures trop conséquentes sur le trafic aérien. Les impacts économiques de telles mesures seraient en effet majeurs, et le monde de l'aviation tout entier craint alors pour son avenir. Il faut savoir que les compagnies aériennes ne réalisent que des marges très faibles sur beaucoup de leurs vols. Le carburant et la maintenance coûtent cher, sans même parler du personnel hautement qualifié qui assure le bon déroulement des vols. Même si un avion ne quitte pas le sol, cela ne supprime pas les frais pour autant, la maintenance de l'avion doit continuer à être faite, et le parking n'est bien évidemment pas gratuit. Aussi, la réduction des activités d'une compagnie est-elle une dépense lourde et difficile à assumer. Pourtant, la recherche scientifique ne va pas dans le sens de l'OACI, mais tend plutôt à pointer du doigt l'aviation. Fin février, un article d'un chercheur américain, Madhav Marathe, et de son équipe montre que la propagation du virus hors de Chine suit de manière prononcée le réseau aérien, démontrant par la même occasion son rôle majeur dans l'épidémie. Je vous mets l'article dans la description. Alors que les ennuis ne font que commencer, le mois de février s'achève et le bilan est désastreux. En plus du lourd bilan humain, les compagnies aériennes enregistrent déjà des pertes et tous savent désormais que le pire est à venir. L'épidémie continue sa propagation et les chiffres crèvent le plafond. Les différents acteurs du domaine de l'aviation puisent sur leurs réserves pour encaisser le coup, mais cela n'est pas possible pour tous. Ce qui devait arriver arriva, et dès début mars, une première compagnie fait faillite, l'anglaise Flybe, fondée en 1979. Déjà en difficulté financière, elle ne peut survivre à la crise du Covid-19, et le 4 mars, elle annonce la suspension définitive de la totalité de ses activités. Tard dans la nuit, le vol BE 7308, reliant Hanovre à Manchester, se pose sur la piste, marquant la fin d'une épopée de 41 ans à travers le Royaume-Uni. Si elle est, à l'heure actuelle, la seule à être tombée, d'autres compagnies sentent déjà le sol se dérober sous leurs pieds. La compagnie italienne Alitalia en est un très bon exemple.
Également en difficulté, elle dépend désormais de l'aide du gouvernement italien pour subsister. Affaire à suivre donc. Mais la situation s'aggrave encore. Le 9 mars, l'OACI revient sur sa parole et affirme désormais la nécessité urgente de prendre des mesures drastiques en rapport avec le trafic aérien, reconnaissant par la même occasion l'impact de ce dernier sur la propagation de la maladie. 2 jours plus tard, l'OMS rapporte l'ampleur de la catastrophe. Officiellement, le Covid-19 passe d'épidémie à pandémie. Durant le mois de mars, le trafic aérien recule drastiquement. Les compagnies réduisent petit à petit leurs vols en Europe et vers d'autres continents. Beaucoup de pays imposent à leurs habitants des mesures de confinement, notamment la France. S'il est nécessaire de posséder un papier signé pour aller faire ses courses, inutile de préciser que partir en vacances au soleil est désormais illusoire. En outre, beaucoup de pays ferment leurs frontières aux résidents étrangers, notamment les USA et le Japon, 2 destinations touristiques majeures. Dès la mi-mars, les annulations de vols prennent une tournure jamais vue. Le 16 mars, Air France annonce la suspension de 90% de ses vols. Le même jour, Lufthansa annonce 95%, bientôt rejointe par Swiss, les quelques vols restants étant des vols internes. Beaucoup de compagnies vont jusqu'à clouer leur flotte entière au sol, supprimant 100% de leurs vols pour une période de temps alors indéterminée. C'est le cas d'Austrian, de Brussels Airlines, de Hop ou de Tunisair, pour n'en citer que quelques-uns. Mais les géants de l'aviation ne sont pas épargnés, et parmi les compagnies qui suppriment l'intégralité de leurs vols, on peut citer EasyJet, Emirates, Etihad, Ryanair ou même Singapore Airlines, du jamais vu. Le ciel mondial est déserté, et certains aéroports internationaux, d'ordinaire bondés, ne se retrouvent plus qu'avec quelques dizaines de passagers par jour. Il est assez aisé de se réjouir de cette baisse drastique du trafic dans le ciel. Sur internet, beaucoup parlent d'un ciel bleu retrouvé ou de vacances pour les oiseaux. Et même si chacun est libre de son opinion, il reste important de considérer tous les impacts que cela a, et notamment sur les employés du secteur. Une compagnie aérienne sans passagers est une compagnie aérienne qui ne rapporte pas d'argent. Et sans passagers, pas besoin de personnel. Dans le milieu de l'aviation, le coup reçu par la pandémie est très dur et les licenciements se font par milliers. Chez Norwegian par exemple, 50% du personnel de la compagnie est temporairement mis à pied. Dans le groupe Air France KLM, c'est 3000 personnes qui perdent leur emploi et 80% des effectifs au chômage partiel. Et la liste est bien plus longue, d'autant plus que des entreprises reliées plus indirectement à l'aviation sont touchées, comme par exemple General Electric. En l'absence d'aide gouvernementale, c'est de plus en plus d'emplois qui sont voués à disparaître, les compagnies tentant tant bien que mal de conserver une réserve d'argent afin de potentiellement reprendre leurs activités à la fin de la crise. Ici aussi, le pire semble être à venir. En effet, puisant sur leur trésorerie sans jamais engranger de bénéfices, c'est un lent mais terrible compte à rebours qui tourne à chaque seconde pour chaque acteur du secteur aérien. Selon plusieurs estimations, notamment de l'IATA, si le trafic ne reprend pas d'ici fin mai ou début juin, près de la totalité des compagnies aériennes se retrouveront en faillite. Et ces mots sont lourds car ils signifient ni plus ni moins que l'aviation telle qu'on la connaît aujourd'hui est menacée de disparition. Situation qui aurait semblé absolument inimaginable à bon nombre d'entre nous, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Les milliers d'emplois perdus pourraient rapidement se transformer en dizaines, voire centaines de milliers. Pilotes, personnel navigant commercial, mécaniciens, contrôleurs aériens, employés d'aéroports, employés de bureaux, instructeurs, apprentis, techniciens, constructeurs, tous voient aujourd'hui leur métier menacé. En parallèle, les avions sans équipage et sans passagers sont cloués au sol. On assiste alors à un incroyable remue-ménage autour du globe afin de stationner ces appareils en attendant des jours meilleurs. Les aéroports, s'ils disposent bien de places de parking, ne sont pas en mesure de prendre en charge un si grand nombre d'appareils. En effet, ce sont des milliers d'entre eux qui doivent être entreposés pour une durée indéterminée, et ça n'est pas une mince affaire. En guise de solution, les petits aérodromes disposant d'une piste capable d'accueillir des airliners sont notamment mis à disposition. Par exemple, l'aéroport militaire de Dübendorf, près de Zurich, en Suisse, où pour le plus grand plaisir des spotters, plus d'une dizaine d'avions appartenant à Swiss et à Edelweiss sont laissés là jusqu'à des temps plus cléments. Dans les gros aéroports, en l'absence de trafic, on utilise les taxiways pour stationner les avions, quand ça n'est pas carrément les pistes. On se croirait dans un film, mais pourtant non, c'est bien la réalité de la situation. Parqués là, oiseaux privés de leurs ailes,
Ils attendent de peut-être un jour recommencer à traverser le monde et de prendre à nouveau leur envol. À l'heure actuelle, la crise est toujours en cours, aussi est-il assez difficile de faire des projections. Je ne suis ni médecin, ni chercheur, et je ne dispose d'aucune connaissance solide en matière d'épidémiologie. Aussi ne puis-je absolument pas faire de prédictions quant à l'issue de la crise que nous traversons. Et à vous qui regardez la vidéo quelques mois ou années plus tard, vous disposez sûrement de plus de connaissances que moi. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette crise majeure va rester dans les livres d'histoire comme étant un épisode important du XXIe siècle. L'espace d'un court instant, le monde humain, toujours plus en mouvement, où l'on traverse le monde aussi rapidement que l'on court un marathon, aura dû ralentir et s'immobiliser. Certains y voient un rappel qui nous est fait, comme quoi la nature nous est supérieure, d'autres un appel à réduire notre impact sur l'environnement. En fait, libre à chacun d'y voir ce qu'il veut, mais ce qui est indéniable, c'est que le message est fort. Pour la première fois de l'histoire de l'aviation, on peut imaginer de gré ou de force un monde sans avion, et il est clair que cela a et va avoir une influence sur les mentalités. Mais l'aviation s'en remettra, et là où des compagnies sont tombées, en ce début 2020, d'autres naîtront. Des nouvelles normes seront probablement mises en place, comme des nouvelles mesures sanitaires dans les aéroports et dans les avions, et ce triste début de décennie pourra servir, à l'avenir, d'un exemple à ne pas suivre dans notre gestion de crise. L'aviation souffre, mais l'homme continuera de voler à l'avenir. Et bien qu'en ce moment, chers aviateurs et aviatrices, vous ayez les pieds sur terre, je suis persuadé que votre tête est encore ou déjà dans les nuages. Allez, on vole ?